Samedi 28 mai 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. La situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, dans la région de Tillabéri en particulier, et la gestion de la Covid-19 était ce matin au centre des débats à la plénière de l'Assemblée nationale dans le cadre des travaux de la première session ordinaire au titre de cette année 2022 qui se poursuivent au niveau donc du Parlement. Les ministres en charge de ces questions ont donc répondu à des interpellations des députés nationaux. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. La guerre. Ils étaient 3 membres du gouvernement qui ont répondu aux questions des députés nationaux ce samedi 28 mai 2022 sur les questions d'actualité au Niger portant notamment sur la santé et la sécurité. D'abord, le ministre de la Défense nationale a éclairé la représentation nationale sur le plan de sortie de la crise sécuritaire au Niger. Une guerre, comme on dit, nous la menons pour finir par avoir la paix. Et qu'est-ce que nous faisons pour créer les conditions? D'abord, nous avons une montée en puissance de notre armée. Je vous rappelle, quand cette guerre a commencé, l'armée nigérienne particulièrement ne comptait que 9 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes à 30 000. Pourquoi nous sommes à 30 000? C'est pour défendre notre pays que nous sommes à 30 000. En termes d'armement, je vous évite de parler du nombre d'aéronefs que nous avons quand cette guerre a commencé et ce que nous avons aujourd'hui. Je vous évite de parler du nombre de bataillons spéciaux que nous avons, qui était zéro quand cette guerre a commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 12 bataillons spéciaux pour pouvoir faire face à cette guerre-là. Donc, nous créons les conditions pour que le rapport de force au Niger soit de telle sorte que plus personne ne puisse avoir envie de nous attaquer. Puis le ministre de la Santé publique qui a été interrogé sur la gestion de la pandémie du Covid-19 au Niger et il répond en ces termes. Il y a eu la mobilisation des partenaires qui a accompagné le Niger. Ses principaux partenaires, c'est la Banque mondiale. C'est les partenaires traditionnels, mais également il y a le budget national. On avait prévu la catastrophe. La catastrophe n'était pas arrivée au Niger, elle était arrivée ailleurs. Et je pense que par rapport à la question du PCR, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir, le PCR est toujours d'actualité, mais à condition ça lever que la personne soit totalement vaccinée. Parce que malgré la réussite de la gestion de cette Covid, on continue à enregistrer des cas sporadiques. Enfin, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a apporté des précisions sur l'affaire des événements de terrain où 3 jeunes ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une manifestation au passage d'un convoi des militaires français. L'affaire de terrain relève du tribunal militaire. Le code pénal de la justice militaire, en son article 40 et 41, détermine les infractions qui relèvent du tribunal militaire. Et ces infractions sont toutes les infractions commises en période d'exception. Et le code de justice militaire a également déterminé c'est quoi la période d'exception. La période d'exception, c'est l'état d'urgence et l'état de siège. Et ces actes ont été commis dans une zone d'état d'urgence. Au niveau du droit commun, le code pénal ne peut s'appliquer dans ce cas que si la loi, le code de justice militaire renvoie au code pénal. Relativement à l'affaire Terra, les députés interpellateurs du ministre de la Justice est décidément déterminé à voir clair sur cette affaire. Le ministre de la Justice nous a appris que l'affaire de l'assassinat des jeunes de Terra relève du tribunal militaire. Eh bien, nous allons prendre les dispositions pour que le ministre de la Défense nous donne les explications nécessaires par rapport à ça. La situation sécuritaire, particulièrement dans la région de Tillabéri, la gestion du Covid-19 et l'affaire des émeutes de Terra de novembre 2021 sont entre autres sujets au cœur de l'actualité au Niger. Des sujets brûlants auxquels les Nigériens attendent toujours d'être édifiés davantage. Les acteurs politiques étaient réunis ce matin par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour une rencontre d'échange sur le processus d'enrôlement des Nigériens de l'extérieur dans la perspective de l'élection des 5 députés de la diaspora dans le cadre des élections législatives qui vont être organisées bientôt. Je vous propose de suivre le résumé de cette rencontre avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissatou Zakou.
C'est dans l'objectif d'apporter des éléments d'avancement sur la préparation et la conduite de l'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise la présente rencontre d'échange avec les acteurs de la société civile nigérienne. Ainsi, cette rencontre qui intervient après celle avec les partis politiques est l'occasion pour le président de la CENI de revenir sur les événements extérieurs imprévisibles qui ont rendu cette opération d'enrôlement de la diaspora impossible. L'enrôlement tant des Nigériens de l'intérieur que de ceux de l'extérieur devait se tenir à la même époque, mais des événements extérieurs imprévisibles, insurmontables, indépendants de la volonté de la CENI, ont rendu impossible l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. J'ai nommé la pandémie de la Covid-19 et les mesures internationalement prises afin de l'éradiquer. On se rappelle que le Niger lui-même avait fermé ses frontières, tant terrestres qu'aériennes, et suspendu toute mission à l'extérieur du pays. Un arrêt de la Cour constitutionnelle, juge électoral, a décidé que cette pandémie à laquelle le monde entier a dû faire face justifiait une suspension de l'enrôlement en cours à l'époque et une reprise de cette opération quand la situation le permettrait. C'est donc dans cette logique que la CENI relance le processus d'enrôlement biométrique de la diaspora qui a dû être reporté sine die. Au terme de la loi, en particulier l'article 40 du Code électoral, les électeurs sont inscrits sur le fichier électoral biométrique par commune et ou arrondissement communal, ambassade et ou consulat, sur présentation d'une des pièces suivantes. Carte d'identité nationale, carte d'identité militaire, passeport, acte de naissance, jugement supplétif ou certificat de nationalité, livret de pension civile ou militaire, carte consulaire, carnet ou livret de famille. Après donc cette situation, la CENI se prépare pour la mise en œuvre de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur. La CENI, après cet épisode, prépare en conséquence la mise en œuvre de l'enrôlement dans le courant du mois de juin 2022. Elle concernera environ 180 000 personnes, chiffre d'estimation. Après des missions de terrain effectuées par les membres de la CENI, du ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, une quinzaine de pays ont été retenus en application des critères préalablement définis. Il s'agit pour les pays de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de la République fédérale du Nigeria, du Royaume du Maroc, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Belgique, de la France et des États-Unis. Ces choix ont été effectués sur la base de plusieurs préalables soigneusement étudiés par notre administration avec ses partenaires. Au total, la mise en œuvre de l'opération envisagée concernera donc 15 pays, 215 CEV, 400 kits biométriques, 560 opérateurs d'enrôlement et transcripteurs. Au terme de cette rencontre d'échange et d'information, Maître Issa Kassouna a appelé les acteurs de la société civile de jouer pleinement leur rôle qui est de contribuer au succès du processus électoral et à la promotion de la démocratie. C'est par des questions d'éclaircissement de l'assistance qu'a pris fin la séance. Voilà, retenez que vous pourrez suivre à la fin de ce journal en partie magazine, donc un entretien accordé à la télévision Labari par le secrétaire général de la section SINASEB. SINASEB, c'est le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Le secrétaire général donc de la section de Maradi sur une agression d'une enseignante directrice d'une école de Zaria. C'est dans la région de Maradi, donc une agression de cette dernière par un groupe d'hommes, un événement qui intervient donc quelques semaines seulement après la mort d'un enseignant agressé lui également par son élève de CM2 dans la région de Tawa. Vous allez donc suivre à la fin de ce journal l'entretien sur cette situation au niveau de Zaria dans la région de Maradi avec le secrétaire général du SINASEB section de Maradi.
Dans le domaine de l'éducation, toujours retenez cette cérémonie de remise de témoignages de satisfaction. C'était ce matin au CEG Nord-Diré, situé dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Un témoignage décerné à la directrice sortante de l'établissement, une distinction par ses collaborateurs qui vise à témoigner de leur gratitude, de la gratitude de l'ensemble des acteurs de l'école pour les actions menées par cette dame pour le rayonnement de ce collège. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. C'est sous les ovations des élèves du CG Nord-Diré que Mme Amadou Fati Souley, la désormais ancienne directrice de cet établissement, fait son entrée dans la cour de l'école qu'elle a dirigée 8 années durant. Des années de franche collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'école du quartier Nord-Diré, toute chose qui se manifeste à travers cette cérémonie grandiose et le témoignage de ces subalternes. Nommée par arrêté d'ici au octobre 2015, Madame Amadou Fati Souley, vous n'avez dès lors ménagé aucun effort pour porter haut le flambeau de cet établissement. En attestent les résultats scolaires obtenus aux différents examens du BPC. Avec un taux de réussite au BPC de 48% en 2021. Notre école occupe le 3e rang communal des établissements publics. Madame la directrice, grâce à votre gestion parcimonieuse et transparente du COGES, vous avez doté l'école d'une salle informatique équipée d'un ordinateur de bureau, d'un photocopieur et d'une imprimante, entre autres. À Madame la directrice, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur, rien que le meilleur pour la suite de sa carrière. Dans son mot de revoir aux parents d'élèves, enseignants, personnel administratif et élèves du CEG Nord-Diré, la directrice sortante n'a pas caché toute sa joie pour cette marque d'estime à son égard et s'est dit d'ailleurs surprise. Une surprise, ce n'est vraiment une. Chers collègues, parce que je ne m'y attendais pas. Je sais que nous avons vécu avec respect et entente mutuelle, mais au point de le prouver à la face du monde par un témoignage de satisfaction en présence de la hiérarchie académique et scolaire de la région de Niamey, je vous assure, mesdames et messieurs, cela m'a réconforté, ragaillardi et m'a donné encore plus de confiance en ce que j'ai fait et ferai dans l'administration scolaire chaque fois qu'une tâche me sera confiée à quelque niveau que ce soit. Ce geste sera longtemps gravé dans ma mémoire et je vous en serai reconnaissante pour toujours. La remise de témoignages de satisfaction à Mme Fati Souley a constitué le temps fort de cette cérémonie qui a pris fin sur des pas de danse aussi bien du corps professoral que des élèves. Une façon de dire au revoir à leur ancienne directrice. Le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, a un nouveau président à la personne de Ali Idrissa, président directeur général du groupe de presse Labari. Il a été élu ce matin à l'issue de l'Assemblée générale de la structure qui s'est tenue donc quelques mois après le décès du président sortant, du président donc, de cette structure, le défunt Grema Boukar, président directeur général du groupe de presse Anfani. Le résumé de cette Assemblée générale avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissatou Yahya. C'est sur une note de satisfaction générale et par le renouvellement du bureau du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RTIN qu'ont pris fin les travaux entrant dans le cadre de cette assemblée générale ordinaire. Prenant la parole à cette occasion, M. Boubacar Diallo, ancien président de la Maison de la Presse et facilitateur de cette activité, a d'abord félicité les échanges qui ont caractérisé ces assises avant de dresser la liste des nouveaux membres qui composent ce bureau. Un bureau était mis en place par consensus parce que l'Assemblée générale a d'abord adopté le rapport financier et moral à l'unanimité, donc par acclamation de l'ancien bureau, du bureau sortant, et un nouveau bureau a été mis en place. Il faut dire que l'essentiel des membres ont été reconduits pour la qualité du travail qu'ils ont pu faire au premier mandat. Et à l'issue donc de l'accord consensuel, de la reconduction consensuelle,
le nouveau président de l'organisation du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger pour un mandat de 3 ans à compter de ce jour est M. Ali Idrissa, PDG du groupe Labari. Ensuite vient le secrétaire général à la personne de Ismaël Alassane Ablaï, DG du groupe de presse Canal 3 Niger. Au poste de trésorier général, nous avons le DG du groupe Bonferré, Moustapha Abdrahman Zongoma. Secrétaire aux affaires extérieures, Madame Ramatou Tchambiano, directeur général du groupe de presse Niger 24. Et le directeur de la radio Lumière, M. Rabo Godi, occupe désormais le poste de secrétaire aux affaires extérieures adjoint. Un bureau de 5 membres avec à leur tête Ali Idrissa, directeur général du groupe de presse Labari, occasion pour lui de réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du réseau, mais aussi leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans les actions de développement. Je remercie l'ensemble des promoteurs de radio et de télévision du Niger qui m'ont confié cette responsabilité. Et je dis que nous allons essayer la mission ensemble. Ici, ça a été un cadre d'échange et de discussion. On a pris des mesures que vous allez constater les jours à venir. Nous sommes allés dans la solidarité du groupe, même à penser, harmoniser certaines valeurs. Je crois que par rapport à la convention collective, nous allons avoir des démarches communes. Et par rapport aux autres partenaires, nous allons aussi avoir des démarches communes. Et nos médias s'impliqueront ensemble, même dans le cadre d'une certaine harmonisation des tarifs au niveau de nos différents services. Cette Assemblée générale a été vraiment une opportunité pour nos médias de diagnostiquer et de projeter des solutions. Notre bureau s'évertuera à être ce moteur avec le partenariat avec le démembrement de l'État, des institutions chargées de réguler les médias, notamment le Conseil supérieur de la communication, le ministère et les autorités en charge de ces questions. Nous restons ouverts, disponibles et disposés à accompagner aussi le gouvernement dans l'exécution de son programme. Pour rappel, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RETIN a été créé en 2018. De sa création à nos jours, le RETIN a organisé plusieurs activités, notamment des débats publics sur des thématiques diverses, la bonne gouvernance, la sécurité, l'éducation et la corruption, entre autres. Fin hier soir ici à Niamey du concours sous-régional Pastor Hackathon autour du thème l'innovation numérique au service du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est un concours qui a enregistré 473 candidatures émanant de 10 pays d'Afrique du Sud, d'Afrique subsaharienne. Il a été organisé par le RBM en collaboration notamment avec l'ANSI. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. L'élevage constitue un véritable secteur de création de richesse dans le Sahel, en particulier et en Afrique de l'Ouest en général, et c'est conscient de cet état de fait que le réseau bilatéral Marobé-RMB, en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI, ont initié un concours sous-régional autour du thème l'innovation numérique au service du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Un concours qui a enregistré des centaines de candidatures en provenance d'une dizaine de pays et dont la présente cérémonie marque le sacre des 5 meilleurs projets à la satisfaction des initiateurs de ce Pastor Hackathon. C'est l'un des plus beaux rêves qui se réalise pour le RBM aujourd'hui, avec la concrétisation de cette initiative qui offre au monde pastoral sahélien et ouest africain une plus grande opportunité de tirer profit des innovations numériques. Les leaders animateurs du RBM ont très tôt nourri l'espoir qu'en travaillant directement avec ces acteurs du monde du numérique et des réseaux sociaux, nous parviendrons
à mettre en commun nos initiatives et nos créativités en vue de développer des outils numériques qui répondent aux besoins des éleveurs et sont aptes à rendre leur activité plus performante. Depuis pratiquement 3 ans, peut-être un peu plus, que j'ai eu la chance de connaître ce réseau, vous pouvez être fiers de vos membres et puis de ceux qui vous représentent. Ce hackathon a eu lieu parce qu'ils y tenaient, parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils ont ouvert les plus petites fenêtres pour que cela se fasse. L'expertise d'Expertarium ainsi que l'appui des partenaires techniques et financiers ont permis l'éclat et la réussite de cet événement. Des partenaires qui se réjouissent de prendre part à cet important concours. Le FIDA attache une importance particulière à engager directement un partenariat stratégique avec les organisations pastorales régionales et nationales. Et nous remercions le RBM, ses élus et ses équipes techniques pour la qualité du travail accompli dans le cadre du projet. C'est un élan de solidarité qui nous tient à cœur de soutenir, car il est surtout porteur d'espoir. Et l'espoir porte la vie. Ce soir, 5 finalistes sélectionnés recevront un prix et 5 prix d'encouragement seront également décernés. Ces lauréats ont, dès ce soir, la responsabilité de mener à bien leur projet. Ce n'est donc pour eux qu'un début. Puis vint le moment solennel de proclamation des résultats du Pastor Hackathon à travers les 5 meilleurs projets. Les lauréats, par la voix de leur porte-parole, ont témoigné de leur gratitude pour l'organisation de ce rendez-vous fédérateur. En dehors des projets qui ont été présentés, ce fut également une très belle occasion pour nous de faire ce qu'on appelle ce brassage. Ce brassage entre jeunes qui viennent de pays différents, mais qui constituent un seul et même peuple, le peuple du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Quelle prouesse! Mais également, nous l'avons dit aujourd'hui, et beaucoup de gens l'ont répété, personne n'a perdu, personne n'a gagné. S'il y a eu un vainqueur, c'est que c'est l'innovation technologique au service du pastoralisme de la triomphé. Et s'il y a eu un vaincu, c'est que ce sont des problèmes de moins qui vont être désormais endigués. Et ça, c'est extrêmement important. En parrainant cette initiative du numérique au service du pastoralisme, le ministre de l'Élevage n'a pas manqué de souligner toute l'importance qu'accordent les autorités au plus haut sommet au sous-secteur de l'élevage, tout en émettant le vœu de voir la pérennisation de ces acquis. Gageons que ces 5 meilleurs projets de la première édition de Pastor Hackathon puissent être d'une grande contribution à l'amélioration de la compétitivité du secteur pastoral. Mieux préparer les pèlerins inscrits à son niveau, mais également aux nouvelles dispositions prises par le Royaume saoudien dans le cadre du Hajj de cette année 2022. Ce sont là les 2 objectifs d'une formation initiée depuis ce matin par l'agence de pèlerinage saoudi Hanbali plutôt Voyage, dans le cadre donc des préparatifs du Hajj 2022 à l'intention des candidats au pèlerinage inscrits au niveau de cette agence. Le résumé du début de cette formation avec nos reporters Chebou Guisso et Boubacar Ibrahim. À seulement quelques jours du début du grand pèlerinage à la Mecque, l'agence de voyage Hanbali initie à travers la présente formation ses pèlerins au rythme de ces 5e piliers de l'islam. Il s'était agi pour Hanbali Voyage de conséquemment préparer ses pèlerins en leur offrant le maximum d'informations concernant le rituel et les dispositions prises par le Royaume d'Arabie Saoudite. La formation proprement dite, c'est quoi? La formation, c'est les différents rites. Les pèlerins sont initiés au rite du Hajj. Donc c'est ce qui fait que nous encadrons nos marabouts qui sont là, qui sont mieux outillés que moi. En tout cas, ils leur apprennent les bons rites du Hajj. Vous savez très bien que le départ à la Mecque, c'est toute une histoire de vie. Quand vous partez à la Mecque, il faut savoir ce que vous êtes parti faire. Donc il faut disposer des prérequis en matière de pèlerinage. Et voilà le sens des formations que nous donnons, que nous dispensons à nos pèlerins. Compte tenu de la réglementation en vigueur, l'agence a fait déplacer une équipe médicale contre le Covid-19 pour inciter les pèlerins à se conformer en s'octroyant la vaccination et les papiers qui l'attestent. L'occasion a également été saisie par l'agence pour appeler les pèlerins une fois en Terre Sainte à ne pas manquer de prier pour le pays. Le premier message, c'est quoi?
Nous l'avons toujours dit, quand nous avons des gens qui partent à pèlerinage, nous les exhortons à beaucoup prier pour le pays, pour qu'il y ait beaucoup de paix, pour qu'il y ait de la quiétude dans notre pays. Parce qu'un pays sans paix, ce serait une zone non viable. Ça, c'est une des premières choses. La seconde, c'est que chacun est parti pour ses objectifs. Donc les objectifs de chacun, c'est de prier d'abord pour lui-même, pour sa famille et pour l'ensemble de la communauté musulmane. Suspendu pendant 2 ans pour cause du Covid-19, les activités du Hajj reprennent cette année après décision prise par le Royaume saoudien. Il est donc à rappeler que l'agence Hanbali Voyage a laissé entendre qu'elle poursuivra ses formations tous les samedis jusqu'à l'avant-veille du départ. Voilà, pour refermer ce journal, donc nous vous proposons, comme je l'indiquais au début, un entretien accordé à la télévision Labari par le secrétaire général régional du SINASEB Maradi sur les événements survenus hier à l'école Zaria de Maradi, où la directrice de la dite école a été agressée par des individus dans l'enceinte de l'établissement. Monsieur Abdul Razak Abdul Kader est interrogé par Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Donc il y a eu une agression encore dans l'école de Maradi, précisément l'école Zaria, où des enseignants s'est repris par les populations. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette école? Donc merci de votre micro pour afin d'éduquer l'opinion nationale et internationale par rapport à cette descente inhabituée de la population sur les enseignants. Effectivement, il y a eu ce cas hier à Maradi, donc notamment dans le bloc d'école constitué donc de l'école 01. 02, 06 et 10. Donc, c'est un bloc d'école comportant 4 écoles en sont 5. Donc, c'était pour lors d'une concertation, les enseignants se sont donné la latitude, car il y a une réunion de concertation pour l'organisation d'une activité concernant le bloc. Ils ont décidé donc de libérer les élèves à partir de 17h passées, afin de se donner la calme totale pour pouvoir mieux préparer leur réunion. Et du coup, certains enseignants et certains directeurs et directrices se sont donné la peine, donc comme en accoutumé, de pouvoir accompagner les élèves à vite évacuer les locaux de l'école pour pouvoir leur permettre de bien tenir leur réunion au risque de ne pas laisser les enfants dans la cour de l'école ou dans les classes et se livrer à des jeux brutaux qui coûteraient encore à autre chose aux enseignants et aux enseignants. Donc c'est en ce sens-là, notamment la directrice de l'école 01 était tout près d'une des 2 portes principales. Elle était tout près de la porte au moment où elle faisait sortir d'autres élèves de la cour de l'école. Il y a eu un groupe d'élèves, donc notamment composé de la fille qui fait objet de cette situation de descente de la population au sein de ce bloc, faisait partie de ce groupe de filles qui cherchaient à faire leur irruption dans la cour de l'école au moment où la directrice refoulait les autres à aller ou renvoyait les autres à aller chez eux. Donc, elle avait levé la voix comme elle les a aperçus. Entrer dans l'école, elle a levé la voix en disant que vous ne voyez pas, nous faisons sortir d'autres et vous revenez pensant même que ce sont leurs propres élèves. Du coup, donc, les autres membres de l'équipe, elles ont pris suite avec les autres élèves. Elle a concerné, s'est tenue, pieds et mains à dire qu'elle ne va pas reculer et elle reçoit l'ordre de qui que ce soit. C'est à ça que la détresse a eu le courage de lui poser la question, toi en tant que qui, fils de qui, le fils de qui, tu vas oser nous répliquer de la sorte. Elle avait la voix contre elle, donc la fille s'est livrée à injurier cette pauvre directrice, chose que la directrice n'avait pas gouverné facilement, donc elle avait instruit les quelques élèves récalcitrants qui étaient dans la cour à saisir la fille et lui l'a ramenée. Chose faite par les élèves, mais la directrice avait saisi son courage à 2 mains et a saisi la main de la fillette et l'introduit dans la salle de réunion, dans l'espoir de demander dans le bloc à quelle école appartenait cet élève parce qu'elle estime que l'élève de son propre cours n'aurait pas lui manqué de la sorte. Donc elle avait demandé auprès des enseignantes et des enseignants qui étaient à la réunion et des directeurs qui sont à la réunion. Chacun a avoué que non, cet élève-là ne nous appartenait pas. Donc on avait demandé du bloc d'école. Elle avait affirmé d'elle-même qu'elle ne fait pas partie du bloc d'école. Donc du coup, la directrice n'a pas su contrôler sa colère. Elle avait pris une chocotte pour lui donner une correction du genre à l'accoutumée en disant que toi tu n'es même pas une élève. Quel est le mobile qui t'a amené à nous manquer au point de m'injurier à ce point-là? J'ose espérer que toi, même si ta maman aurait mon âge, je pense bien qu'elle n'aurait pas mon âge. Je peux être ta grand-mère ou, à défaut, tu sais que je suis une maman à toi. Et ces choses inadmissibles-là,
dans notre coutume, elle a eu le courage de lui donner quelques coups de fouet. Et la fille a commencé à crier, elle est rentrée chez elle. Du coup, elle était partie mobiliser donc toute l'armada, sa famille composée de sa maman, affinité familiale, tout le quartier, y compris peut-être ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit. C'est tout un monde qui avait fait irruption à l'école. Et aussitôt leur irruption dans l'école, ils se sont livrés à donner des coups de poing aux enseignants et aux enseignants qu'ils ont trouvés sur le lieu. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre, et notamment la police, pour pouvoir disperser la foule et contenir la situation comme telle hier. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et nous réaffirmons encore à l'opinion nationale et internationale, contrairement à ce qui se racontait comme quoi, que c'est une élève qui a été tabassée par ses propres enseignants ou par ses propres enseignants qui a suscité la réaction de la population. Nous disons non, même si cet enfant-là ou cet élève-là cet enfant-là est élève, elle n'est pas élève dans le bloc constitué de ces 4 établissements publics primaires. Donc voilà un peu l'édification que nous allons apporter par rapport à cette situation regrettable que nous avons vécue hier à Maradi. Oui, donc à l'heure actuelle, quelle est la suite de cette affaire? La suite de cette affaire, donc, en somme, ce qu'il fallait retenir ou ce qu'il faut retenir dans cette histoire, que les interpellations sont en cours et d'ores et déjà, les têtes de liste ou les instigateurs, comme nous avons coutume de le dire, les principales actrices du monde, parce que ce sont des dames, ont été interpellées hier nuit devant nous jusqu'à 22h passées, on était au commissariat communal Maradi 1 de la police. Donc, où les deux parties, c'est les victimes enseignantes, il y a 3 enseignants du bloc et nous, en tant que syndicat pour accompagnement, et la population qui a fait irruption via leur responsable, donc la maman de la fille et 2 de ses affinités, ont été interpellés et mandat leur a été donné par la police pour pouvoir faire identifier tous ceux qui ont pris part à cette attaque où la police s'investira d'elle-même pour faire le travail. Maintenant, l'interpellation devrait normalement continuer au cours aujourd'hui, mais très malheureusement, donc il y a eu une interruption pour la journée d'aujourd'hui, comme quoi il y a le concours des agents de la police qui se déroule aujourd'hui et l'inspecteur donc en charge du dossier et surveillant de ces concours et examens. Donc rendez-vous est donné demain aux 2 parties pour pouvoir continuer les interpellations, auditionner un à un tous ceux qui se sont présentés ou se sont livrés à cette tracasserie. L'inspecteur nous a rassuré qu'il sera interpellé et il va engager la procédure judiciaire afin de pouvoir transmettre le dossier devant le procureur de la République. Et d'ores et déjà, donc, nous informons l'opinion nationale et internationale que les concernés se sont constitués en bloc d'enseignants, en collectif d'enseignants pour pouvoir déposer une plainte pour que réparation soit faite par rapport à cette situation. Donc, et vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Effectivement, nous, en tant que syndicat, ce que nous revends de droit régalien à pouvoir faire, c'est d'accompagner ces gens-là dans cette démarche de plainte que j'ai déposée à ce que réparation soit faite et interpeller l'opinion nationale et internationale via une déclaration imminente qui va bientôt voir le jour d'ici cette soirée, en fin de soirée ou demain matin, Inch'Allah, au niveau de la région de Maradi. Nous allons faire une déclaration et nous allons appeler et interpeller l'opinion nationale et internationale par rapport au comportement de la population vis-à-vis des enseignants. Aujourd'hui, il n'est plus un secret de polichinelle. La semaine écoulée, à peine 2 semaines de cela, que nous avons été victimes d'une poignarde. Un de nous a été victime de son propre élève. Au-delà de ça, aujourd'hui, si c'est les parents encore, ou la population entière qui se donne la latitude ou se donne le courage de faire une telle descente pour pouvoir aller dans le seul et unique but de porter atteinte à l'intégrité morale et physique des enseignants, nous disons qu'il y a péril à la demeure. Il faudrait que l'État s'y investisse pleinement et que les partenaires de l'école aussi s'y investissent pleinement. Il faudrait que toutes les couches socio-professionnelles s'y investissent pleinement. Il faudrait au-delà, tous les décideurs d'opinion, les leaders religieux, les leaders coutumiers, la jeunesse, les leaders féminins, les leaders politiques, tout le monde doit s'investir pleinement afin de pouvoir redorer le blason du système éducatif nigérien, chose sans laquelle nous osons espérer que nous n'aurons pas de générations qui vont relever le défi majeur qui est devant nous, celui du redressement du système éducatif nigérien.